Le temps d'une liberté, On discute du couple, et de parentalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle saison du temps d'une liberté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme pénétré, mais pas n'importe quel homme, l'homme hétéro cisgenre. Nous serons accompagnés de Martin et Zoé avec leur livre L'homme pénétré. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Zoé Redondo. Bonjour, coucou. Bonjour Martin Pi. Salut, ça va? Super, merci. Bonjour Marie. hello! Et bonjour Noah. Salut Matt, salut à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de la pénétration de l'homme cis hétéro et de ses enjeux. Zoé, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, toi, ton parcours? Mais ouais, du coup, je m'appelle Zoé Redondo, je suis autrice de bande dessinée, j'habite à Marseille, j'ai fait une école qui s'appelait Axe Sud à l'époque, qui a été rachetée par Condé, et c'est là que j'ai rencontré Martin. Voilà, pendant qu'on faisait nos petites études d'art mignonnes, qui étaient très drôles. Ok, et du coup, ce livre, c'est ton premier livre, c'est ta première production qui est publiée ou pas du tout? Ouais, exactement. Bah, c'était le projet de fin d'études de Martin. Moi, j'étais déjà sortie de l'école un an avant. Et quand il a signé, il avait besoin de quelqu'un pour le dessiner. Alors, il m'a proposé. Et j'ai dit OK. Parce que c'était vraiment quand même très, très bien. Super. Et donc, Martin, toi, est-ce que tu peux te présenter aussi? Ouais, bien sûr. Bah, moi, je m'appelle Martin Pi. Je suis aussi auteur de bande dessinée, mais plutôt scénariste. Là, j'essaie d'aller vers le scénario d'autres médiums. Et pareil, avec Zoé, du coup, c'était mon premier livre qu'on a coécrit et travaillé ensemble. Et je suis trop content d'avoir fait avec elle. Arrête. Bon, et alors comment on arrive à écrire un livre sur l'homme pénétré? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse du projet et puis comment on arrive à ce joli ouvrage? Je pense que peut-être je m'occupe de cette partie, Zoé, du coup. Je pense, oui. En fait, j'avais un copain de mon village hétérosexuel qui s'est confié et qui m'a annoncé qu'en fait il se mettait des doigts dans les fesses, qu'il se masturbait analement. Et moi j'ai des rapports sexuels avec des garçons et en fait je me suis auto-culpabilisé de pas me masturber analement les fesses quand il m'a raconté ça. Et donc je me suis dit mais en fait il y a un sujet à faire parce que si on commence à rattacher des pratiques à des orientations sexuelles, c'est qu'il y a un problème. Et donc voilà, c'était on devait pitcher des projets pour notre projet de fin d'études en cours. Et j'en avais pitché 2 et celui-là, quand je l'ai pitché, il y a eu un silence glacial dans toute la classe. Et mon prof, du coup, m'a dit bah là tu tiens un sujet. Et donc c'est vraiment parti de ça, quoi. C'était la jeunesse du projet. Ok. Et ensuite, du coup, donc il y a des témoignages, il me semble, dans le livre, voilà, ce genre de choses. Donc de ce pitch-là, comment vous êtes arrivé après au livre en tant que tel, du coup? Bah en fait, je m'étais dit qu'il fallait quand même avoir pas mal de données pour essayer de parler un peu plus globalement sur cette pratique. Et donc j'ai commencé par lancer un sondage qui a été très bien repartagé sur les réseaux sociaux. Et donc qui nous a permis de faire un petit peu de statistiques. Alors c'est de la statistique relative parce que c'est pas avec un échantillonnage contrôlé, mais ça permettait quand même d'avoir une base de données sur en fait comment c'est répandu et comment c'est tabou aussi comme sujet. Et à partir de ça, après, je cherchais 4 personnalités un peu fortes avec une opinion spécifique sur le sujet. Et donc j'ai fait une quinzaine d'entretiens et on en a sélectionné 4. Et ensuite on a construit le récit comme ça. Et j'ai vu que vous avez pas mal fouillé aussi sur les stats, en fait, dans ce livre-là, c'est assez intéressant, c'est tous les chiffres qu'on va retrouver. Ouais. Du coup, est-ce que ça a été facile de trouver ces éléments-là, ou pas du La tout, stat, ça venait vraiment des sondages. Après, à l'époque, il y avait quelques études sexo, mais généralement plutôt généralistes, pas du tout sur la pénétration anale. Il y avait un manifeste d'un Allemand sur le plaisir prostatique, mais il y avait vraiment pas grand chose en fait. Et donc c'était aussi intéressant déjà de faire un espèce d'état des lieux de qu'est-ce qu'on savait, mais aussi de mettre en exergue le fait qu'il y avait pas tant de recherches et il y avait pas tant d'informations mises à disposition.
Et en fait, là où il y avait le plus d'infos, c'était sur des espèces de forums un peu de niche où les gens témoignaient de ce plaisir-là et de quel rapport ils avaient avec cette pénétration en tant qu'homme. Et du coup, le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'études, de recherches, de chiffres, que ce soit difficile de sourcer scientifiquement un peu toutes ces données-là, ça montre vraiment le fait qu'il y a un tabou sociétal autour de la pénétration anale, et particulièrement chez les hommes hétéros, ou même chez les hommes tout court, même si on en parle un peu davantage dans l'homosexualité aujourd'hui, mais il n'empêche que, comme tu disais dès le début, on rattache l'orientation sexuelle à la pratique, et ça, c'est problématique. Ouais, complètement. Il y a pas longtemps, j'ai vu un film, un documentaire belge super qui s'appelle Queering Nature et qui raconte du coup le parcours un peu de comment on a commencé à parler de la sexualité queer des animaux. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que les scientifiques relatent que il y avait beau avoir des rapports homosexuels entre les espèces animales, c'était pas documenté par les scientifiques parce que c'était pas considéré comme intéressant et important. Et en fait, c'est là un peu ce qui se passe aussi avec la pénétration anale, c'est qu'en fait, ça existe depuis longtemps, la pénétration anale des hommes, mais c'est pas recensé, c'est pas documenté. Et ça, en vrai, c'est un biais politique qui du coup induit un tabou, mais aussi une structure culturelle qui empêche qu'on communique là-dessus. Mais c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ça. On en parlait un petit peu en amont de l'épisode sur le fait qu'il y avait un poids de l'héritage un peu judéo-chrétien où les sodomites étaient vus comme des créatures de l'enfer, enfin qui pratiquaient des pratiques. C'est pas très français ce que je raconte, mais vous avez compris l'idée. Qui étaient très très condamnés par l'Église catholique, qui a eu une grosse impression, enfin une grosse force politique pendant des siècles et des siècles en fait, et qui a ancré culturellement le fait que la pénétration anale était mal ou sale ou en tout cas honteuse, culpabilisatrice. Enfin voilà, et tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on tend à libérer quand même beaucoup plus de choses, mais ça reste un sujet encore difficilement abordable. Ah mais c'est hyper épineux, hein. Enfin même Zoé pourra vous en parler, les commentaires qu'on reçoit, enfin enfin je te laisse un peu en parler quoi. Il y a vraiment plein de choses à raconter quoi. Oui, non, mais c'est vrai que enfin les retours qu'on a, ils sont hyper virulent quoi, et ça montre bien qu'on a touché à un truc que les gens aiment pas trop, parce que ça bouscule beaucoup de garçons en vrai, parce que les filles en ont plutôt rien à foutre sur leur virilité qui est terriblement fragile. Et ouais, c'est en permanence enfin c'est surtout Martin qui a pris beaucoup sur internet. Moi j'ai été très épargnée, mais ouais, moi je reçois plutôt des propositions indécentes et lui il se fait insulter du matin au soir. Voilà. Après on a aussi beaucoup de retours positifs. C'est un peu rigolo, c'est que c'est un peu noir ou blanc quoi. C'est genre soit merci d'en parler et là les gens rentrent très rapidement dans leur sexualité, donc c'est aussi marrant parce que en dédicace ça génère des petits moments où d'un coup l'intime vient dans l'espace public, enfin en tout cas la communication de l'intime, et mais de l'autre côté sinon c'est très agressif aussi, donc c'est vraiment comme ça se polarise. Enfin ça se polarise justement parce que on se doute que c'est quelque chose de sensible. Mais effectivement il y a ce que tu disais, c'est justement une peur de la perte de la virilité qui est assez forte, parce que il y a peut-être une question de dominer dans la pénétration anale, et donc en étant dominé on n'est plus le dominant, et donc on perd la virilité, enfin dans les croyances et ce qui est inscrit dans les fonctionnements. Oui, on nous a toujours appris que la personne qui possède un pénis, c'est elle qui pénétrait, c'est elle qui dominait, c'est elle qui a tout ce rôle-là, et donc le renverser ce rôle-là, ça peut faire hyper peur. Et ce qui est normal, hein, parce que c'est aller à contresens de tout ce qu'on nous a toujours appris, mais enfin c'est pas grave, il faut aussi respirer un coup et pas non plus aussi embêter les autres qui font aussi bien ce qu'ils veulent avec leurs fesses quoi. Ouais, puis en plus ils peuvent kiffer quoi. Enfin c'est ça qui est incroyable, c'est que il y a plein de monde qui s'interdit des choses où ils pourraient ressentir énormément de plaisir par conviction intériorisée. Enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais il y a une dimension en tout cas politique, ça c'est sûr, et je pense que enfin moi je trouve ça triste quoi, et plus que
ouais, je trouve ça vraiment triste pour ces personnes. Et ça veut pas dire qu'il faut qu'elles le fassent, mais en tout cas qu'il y ait autant de virulence en tout cas quand on en a, enfin, chez les personnes pour qui c'est quelque chose d'impensable. Il y a quelque chose de l'ordre du construit, du coup, parce que ça peut pas être autre chose. Et je trouve ça très triste pour eux, quoi. Sur un sujet comme celui-là qui vraiment c'est vraiment une question de plaisir et enfin la sexualité, c'est vraiment à la base, c'est pour se découvrir les autres et s'amuser. C'est plus que un sujet de reproduction. Là, on est carrément on n'est pas dans une pratique qui la concerne en soi, la reproduction. Donc on est vraiment sur le côté plaisir et découverte de soi, etc. Donc sans priver par inculcation, comment on dit, inculcation de la société, des choses qui nous sont vraiment inculquées par la société de base et qu'on déconstruit pas par la suite. C'est vrai que c'est triste. Et on parle beaucoup du coup de la société, des enjeux et tout ça. Et est-ce moi personnellement, j'ai pas pu lire cet ouvrage. J'ai hâte que Matt me le prête. mais est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de comment vous avez du coup abordé le sujet du coup dedans, parce que du coup vous parlez de témoignages, mais les auditeurs du coup ils l'auront pas forcément sous les yeux. Donc comment ça se découle un petit peu à l'intérieur? Tu veux y aller bientôt? Bah justement, j'allais te proposer, donc comme tu veux. Ouais, c'est un peu plus toi qui a ça en main, donc. Comment ça se découpe? Bah, au niveau de la structure narrative, déjà, il y a un espèce de personnage fictif qui introduit le sujet. Donc, il va commencer par parler du sujet, le décrire, parler de son origine, en tout cas de l'origine étymologique, et qui va ensuite faire comme un peu l'encadrant de cette rencontre entre quatre personnages qui ont des points de vue complètement différents sur cette pratique. Ces personnages, ils sont rattachés alors fictivement par des liens amicaux ou relationnels, et donc ça va se découper progressivement vers le plus commun, vers quelque chose de un peu plus original, disons, avec en premier lieu un personnage, du coup un mec cis hétéro qui considère que la pénétration anale masculine c'est contre nature, parce qu'on adore ce mot. Et il est très pote avec un garçon qui s'appelle donc celui-là s'appelle Joachim, le second s'appelle Gaëtan, et c'est son meilleur ami. Et Gaëtan est une personne qui adore se masturber analement et se faire pénétrer analement, mais qui n'arrive pas à en parler publiquement. Donc s'il y a une espèce de passation comme ça du discours. Le troisième personnage, c'est une femme cis qui, elle, considère du coup que elle a découvert cette pratique avec Gaëtan, et elle considère que cette pratique, en fait, elle peut devenir un outil politique pour un peu renverser du coup le patriarcat, ou en tout cas dans l'intime. Et donc elle est un peu à prôner cette pénétration masculine, et elle est meilleure amie avec un homme cis homosexuel qui lui n'a pas de rapport pénétratif dans ses relations sexuelles. Et donc ça, c'était un peu aussi le contre-pied de l'image qu'on a de qu'est-ce que c'est l'homosexualité, qu'est-ce que c'est les rapports homosexuels, où de toute façon dans toutes les sexualités la pénétration est un peu au centre de ce qu'on imagine dans un rapport sexuel. Et là, voilà, cette espèce de contre-pied où en fait il y a des hommes homosexuels, enfin il y a plein de personnes dans tous les cas qui ont des rapports sexuels sans pénétration. Et je trouve que c'est important de finir sur ça pour ouvrir un peu le débat sur qu'est-ce que c'est la sexualité aussi. Et voilà. Et donc ils discutent petit à petit, ils ont un espèce comme un temps de parole où ils échangent, puis après ils racontent d'où ils viennent, parce que c'était aussi, je pense, important de savoir de quel milieu social on vient quand on apporte ce type de propos, parce que c'est les rattacher évidemment. Et petit à petit, du coup, on va de plus en plus loin. Et la pénétration anale, qui est un peu le sujet de départ, devient un petit peu une excuse pour discuter de tout un tas de choses de politique autour de la sexualité. D'accord, ok. De féminisme et de consentement. C'est important. Oui. D'ailleurs, on a des très bons retours sur le chapitre sur le consentement. Souvent, les gens adorent. On reçoit des messages cute sur ça. Mais je crois qu'il y a un vrai besoin d'en parler et d'en entendre parler, parce que on a fait un épisode où on avait parlé de la question du consentement, et ça avait pareil été vraiment reçu, et c'est quelque chose qui est central ces dernières années,
qui est important de mettre en avant. Et je rebondis sur ce que tu disais entre sexualité et politique, et t'as raison sur le fait qu'il y a un vrai impact de la sexualité sur la politique et le lien intrinsèque entre les deux, en fait, de la manière dont on parle de la sexualité dans l'espace public et de manière générale, et qui peut-être fait peur, entre guillemets, dans la libération qui s'effectue, parce que ça induit des changements sociétaux qui peuvent influer sur notamment le patriarcat et le pouvoir de la domination, entre guillemets, de manière générale, d'une personne sur l'autre. Même, moi, je pense, j'ai vraiment la sensation que même le politique, mais pas dans le sens les politiciens, mais le politique dans le sens de notre culture, etc., elle nous forme à certains types de sexualité. Oui. Et c'est ça terrible, quoi, de se dire qu'en fait, et en même temps réaliste, parce qu'évidemment notre culture, elle nous encadre et elle nous dicte un peu des codes à respecter, mais même moi, personnellement, c'est vraiment un truc écrire ce livre, ça m'a fait du bien, quoi. Ça m'a permis d'essayer d'autres choses, de me découvrir aussi, et je trouve ça fou que ça arrive si tard. Et on espère que, avec Zoé, on se disait ça, on espère que ce livre sera obsolète d'ici quelques années, quoi. L'idée, c'est que ça évolue, on espère que les gens se sentent plus à l'aise là-dedans, quoi. On a énormément de commentaires aussi de gens qui nous disent que que le privé doit rester privé, que ils ont pas à savoir ce qu'on fait de nos soirées, mais on n'est pas du tout en train de parler de ça. Genre, justement, on n'est pas du tout en train de vous raconter ce qu'on a fait samedi dernier. On est en train de parler de politique, en fait. C'est bien sûr que si, il faut en parler absolument, parce que comme le dit si bien tout le temps Martin, c'est quoi que tu dis? Trop mignon. Il y a des tabous, il y a de la violence. Oui. Bah oui. Une expression très vraie, je trouve. Tu as raison. Oui. Quand on parle pas de quelque chose, c'est tellement facile pour, justement, de pas être au courant de certains trucs, de pas avoir des notions de consentement, de trucs comme ça, et de même soi-même perpétuer des violences sans faire gaffe, quoi. Donc bien sûr que si, faut en parler. Okay. Je me demandais si vous aviez eu des difficultés particulières à certains moments dans l'écriture du livre, et son avancée, soit personnelle, soit des obstacles que vous avez pu rencontrer et qui ont été compliqués à surmonter, entre guillemets, soit dans la manière dont c'était accueilli ou partagé, ou je sais pas, voilà. Déjà, moi, je peux raconter qu'au début, quand j'essayais en édition, on présente un projet éditorial, donc c'est un espèce de résumé du livre qu'on a envie de faire, et on démarche les éditeurs pour qu'ils nous financent et pour qu'on puisse faire le livre. Et déjà, je me souviens qu'au début, quand je démarchais pour avoir un éditeur, très vite les gens pensaient que c'était une BD de cul, quoi. Et donc ils m'orientaient vers des boîtes d'édition qui faisaient de l'érotique, de la BD porno et tout. Et donc vraiment j'étais là, mais en fait, vous comprenez pas, quoi. Et ça a été un premier vrai obstacle les gens du milieu, les gens à qui je m'adressais étaient pas forcément comprenaient pas, et parce qu'en plus en général, c'est un peu bizarre de dire ça, mais le milieu éditorial est un milieu, c'est des personnes qui sont adultes, donc c'est pas des jeunes, quoi. Je sais pas si c'est important de dire ça, je sais pas si c'est malin de dire ça aussi, mais en tout cas je pense qu'il y a des vieux croulants tous. Non, mais pardon. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a, en tout cas dans la BD, il y a vraiment un truc un peu classiste de la bande dessinée, assez peu militant, quoi. C'est nouveau, la BD militante, ça, c'est quelque chose qui est assez récent. J'en ai la sensation, en tout cas. Et pour le coup, on a eu de la chance avec la boîte à bulles qui font de la BD reportage et documentaire, qui ont compris le sujet. Alors après, il y a eu des moments de négociation aussi, parce que après c'est le travail entre un auteur et un éditeur, hein, mais il fallait un peu équilibrer des choses. Zoé aussi, elle a beaucoup aidé à l'écriture, parce qu'en fait c'est une femme cis, moi je suis un mec cis, donc en fait c'est hyper compliqué des fois d'avoir un vrai regard féministe quand on est un garçon. Donc elle a énormément joué sur l'écriture, elle a permis de débloquer des choses, de donner plus de place au seul personnage féminin, parce qu'il y en a qu'un.
et en vrai c'est tout à son honneur et voilà. Et je pense que dans l'écriture après ça a été assez en tout cas pour moi ça a été assez évident, c'était assez instinctif. Je pense que dans le dessin il y a eu des moments où pour Zoé c'était plus compliqué, mais je vais la laisser peut-être en parler si elle en a envie. Ouais, ben moi je crois que c'est le chapitre d'Alissa qui était un peu l'enfer, hein. Mais bon, oui, non, il y a un chapitre où du coup le seul personnage féminin parle de son vécu, des violences sexistes et sexuelles qu'elle a subies. Et c'était tout. Et normalement je mettais genre 2 semaines à faire un chapitre et là je l'ai bouclé en 4 jours quoi. J'étais en mode ok, ça va être trop chiant, on fait un tunnel, on réfléchit pas et juste on y va quoi. Et il y a une volonté aussi de ma part de pas les dessiner ces viols parce que je sais pas, j'ai l'impression que dans les médias que je regarde et que je lis ou quoi, il y a jamais de viol. C'est hyper toujours soit ultra violent, soit hyper romantique, chelou. On sait pas. C'est toujours trop délicat, je trouve, et je me sentais pas de le faire quoi. Je me sentais pas de le dessiner, de le représenter. Du coup, j'y suis allée par des moyens détournés. Je suis contente que Martin et la boîte à bulles m'aient suivi là-dessus. Mais ouais, il y a des trucs un peu voilà. Et puis surtout ce qui était dur, j'ai trouvé sur toute l'élaboration du livre, c'est qu'on relisait en permanence ce qu'on écrivait et on sous-pesait chaque mot en fait. Moi je tenais absolument à ce qu'on soit limpide et hyper bien compris, que ça puisse pas porter à confusion. Donc c'était fatigant. Mais je suis contente. Merci. Trop cool vos retours. Tout à l'heure, Zoé, t'évoquais dans les commentaires que des personnes ne souhaitaient pas parler en fait de leur vie privée dans l'espace public, et ça fait un peu écho en fait à l'éducation et à l'éducation sexuelle surtout, sur le fait qu'on ne souhaite pas parler de sexualité par peur de parler de sa sexualité, alors qu'en fait on parle de sexualité de manière générale. Vous, il me semble que vous avez tout un petit passage aussi sur l'éducation dans le livre, si je dis pas de bêtises. Et comment vous l'avez du coup conceptualisé? Est-ce que vous l'avez écrit par rapport à vous, ce que vous avez reçu en éducation? Est-ce que vous auriez aimé recevoir? Voilà, quel a été un peu votre process par rapport à ça? Je pense que ce qu'on a essayé de mettre dans ce livre au niveau de l'éducation sexuelle, c'est évidemment ce qu'on aurait aimé avoir, ce qu'on aurait aimé recevoir plus jeune, et voilà, et ça s'est fait un peu naturellement aussi parce qu'en fait on parle de tout ça, on étire un peu les sujets tout au long du livre, et à la fin je m'étais dit que c'était intéressant d'avoir un espèce de récap de qu'est-ce que c'est l'éducation sexuelle, pourquoi c'est important, et donc on reprend un peu les grandes idées qu'on a eues tout le livre, et voilà. Et l'idée c'est aussi d'avoir un espèce de moment où on parle vraiment d'éducation sexuelle et d'à quel point c'est important. Et d'ailleurs ça nous a hyper touché avec Zoé, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des ados qui demandaient le livre et des parents qui offraient le livre à leurs ados, et ça fait trop plaisir parce que c'est vraiment un public qu'on espérait toucher, mais où on savait qu'on aurait des difficultés. Et pour le coup on n'a pas de recul sur combien de personnes, combien d'ados ont eu accès au livre, mais c'était important en tout cas pour nous de nous rendre compte que ça pouvait être accessible pour des adolescents et que ça puisse leur parler et qu'ils puissent l'utiliser, le prêter à leurs copains, et voilà, qu'on puisse aider des jeunes qui débutent leur sexualité à éviter de faire des erreurs qu'on a tous et toutes commises au début quoi. Oui, j'étais persuadée que, comme tu disais, le fait que c'était accessible pour des adolescents ou jeunes adultes, c'était par ce biais-là qu'allait vraiment changer durablement les choses dans la manière dont on aborde et dont on s'éduque à la sexualité. C'est justement en allant toucher les publics des générations qui sont là, qui arrivent, grâce à des outils comme le livre, qui sont des leviers de communication en fait et d'apprentissage par les pairs. Ouais, et je pense même que ce qui est aussi intéressant avec le médium du livre, c'est que c'est quelque chose qui peut être lu de son côté quoi, où en fait on n'est pas obligé d'en parler avec ses parents, ça peut être un outil ressource, et si on a envie d'en parler, on en parle. Si on n'a pas envie, si on a envie de garder nos réflexions et ce qu'on a lu pour nous, on peut aussi.
Et ça, tout médium artistique en fait permet aussi cette espèce d'introspection et en même temps de cultivation de l'intime au travers d'un support, quoi. Et moi, je trouve ça hyper important qu'il y ait des outils comme ça, mais que ce soit aussi de la vidéo, des dessins, enfin peu importe, mais qu'il y ait ces ressources-là en tout cas disponibles. Et puis que ça rentre du coup dans le champ des possibilités d'une sexualité en fait, quelle qu'elle soit en fait, qu'il y ait pas que ce soit pas lié du coup à un type de sexualité, voilà, qu'on soit hétéro ou gay, ou voilà, que la pénétration anale elle fasse partie de ce spectre en fait des choses possibles, qui est pas une épée de Damoclès sur tu vas perdre tes privilèges, parce qu'en fait la question derrière on fait une pratique qui est reconnue comme une pratique homosexuelle à la base, entre guillemets, à la base, en tout cas par les détracteurs, c'est une histoire aussi de perte de privilèges sociétal. En fait, c'est comment les gens sont classés dans la société et comment cette espèce de pyramide qui a été érigée par le patriarcat fait que si on fait une pratique ou une autre, on peut dégringoler et d'avoir cette perte, cette peur de perdre des privilèges qui est omniprésente. Il me semble que dans votre livre là, vous évoquez la parole publique, le nombre de personnes qui pratiquent du coup cette pénétration anale, et le nombre de personnes qui évoquent en public cette pratique, et le delta est énorme. J'ai plus les chiffres de mémoire, mais ça m'avait vraiment interloqué. C'est 4%, je crois, de souvenirs. 4% de personnes qui en parlent contre combien de pourcents de personnes qui c'est ça, qui pratiquent sur le 100%. Ah ouais. Sur toutes les personnes qui ah oui, le d'accord, pratiquent. Okay, on a 4% des personnes. Alors, sur toutes les personnes du sondage qui l'ont pratiqué au moins une fois, donc ça peut être, tu vois, quelqu'un qui s'est caressé qui s'est introduit un doigt une fois, comme quelqu'un qui le fait tous les 4 matins. De toutes ces personnes-là rassemblées, il y en a que 4%, il me semble, que c'était ça le chiffre, je l'ai plus en tête, qui sont capables d'en parler publiquement. Et effectivement, c'est un énorme écart qui pose question sur, qui témoigne bien du fait que c'est un sujet tabou. Après, nous, notre but dans le livre avec Zoé, c'est pas du tout de pousser les gens à en parler, mais c'est de dire que s'ils s'en sentent capables, c'est important, et que ça permet de faire évoluer aussi des choses, et que ces supports artistiques comme cette BD, ils permettent aussi, on l'espère, d'avoir des biais de communication là-dessus, quoi. Parce qu'au final, ce qui peut être intéressant, c'est de se demander, par exemple, sur les chiffres de vente des stores comme des love stores comme pas Dorsel, pas du tout, Passage du désir, pardon, à quel est leur pourcentage de vente d'objets de pénétration anale à destination de personnes à pénis, et de voir pareil le delta qu'il y a entre, finalement, est-ce que ça se vend parce que les personnes y vont, mais ils vont dans l'intimité et entre guillemets le secret, et ou alors est-ce que ça reste quand même encore timide, surtout avec des objets autres, des sextoys qui sont c'est encore une autre sphère qui est pas toujours, surtout dans le plaisir masculin, soit très assumé, soit très apprécié, ou en tout cas ça peut aussi faire peur. Ouais, complètement. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que ça évolue, ça pas mal. Mais c'est peut-être mon milieu, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mecs hétéros comme homosexuels, de personnes à pénis en tout cas, qui utilisent des sextoys. Mais effectivement, ça relève du domaine de l'intime, et moi j'étais surpris de me rendre compte qu'en fait les 3/4 de mes copines, elles avaient des sextoys. Et en fait, c'est même elles, tu vois. Alors je crois que en tout cas entre elles en parlent, mes amies, mais moi j'ai mis du temps à ce qu'elles ont mis du temps à m'en parler, ouais. C'est quelque chose qui est aussi mais c'est ok de pas vouloir en parler aussi, mais ce que je trouve intéressant, c'est voilà ce gap entre c'est ce que tu disais, Matt, c'est ce gap entre les pratiques et comment on les communique, quoi, et est-ce qu'on les communique, et oui, la sexualité, ça peut être intime, évidemment, mais est-ce que le politique, est-ce que
la société ne fait pas en sorte de le rendre intime pour justement empêcher qu'il y ait une évolution à ce niveau-là et qu'on soit coincé dans certaines représentations et certaines sexualités. Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le pouvoir. Ouais. Et ça favorise les oppressions potentiellement, et aussi ce qu'on évoquait, le consentement et le fait en fait de ce que tu disais sur en lien avec les tabous, c'est si on n'en parle pas, en fait potentiellement une personne qui est oppressée et qui va subir des choses qui sont pas forcément consenties, si c'est tabou, en fait ça remonte pas aussi, hein. Et on voit dans tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, en fait tout c'est pareil, en fait ce pourcentage entre les personnes qui se font potentiellement agresser et le nombre de plaintes et mais rien que le fait de pouvoir le verbaliser, le delta est assez énorme, quoi. Mais même de s'en rendre compte, en fait, moi, je trouve ça que c'est ça aussi le truc, c'est que, en fait, ouais, c'est ça, c'est que si en fait on t'a toujours dit que, en tant que femme, tu dois te faire pénétrer et c'est comme ça, et que t'aimes pas ça, mais en fait, tu te sens pas normal. Tu te sens en défaillance avec les autres, t'as l'impression que t'as un problème. Et c'est là où, en fait, le tabou, le manque de communication, il peut devenir une véritable violence, même individuelle, sans parler d'abus sexuels, etc. C'est que il emprisonne les gens dans des codifications où ils s'en veulent de pas avoir certaines pratiques qui sont considérées comme naturelles. Et en fait, tout ce qui est de l'ordre de toutes les représentations qu'on a qui sont censées être naturelles, moi je les trouve très dangereuses parce qu'elles coincent un peu tout le monde, quoi. Et j'avais fait des études d'anthropologie et ça aussi c'est hyper intéressant, ce regard sur comment en fait en anthropologie on va étudier d'autres cultures pour voir pourquoi ils ont tel rite, telle structure, mais en fait maintenant l'anthropologie contemporaine se met à étudier les pays occidentaux et en fait tout est de l'ordre de la culture, tout est de l'ordre nos anniversaires, c'est culturel. Pourquoi on fait des anniversaires, pourquoi on fait des feux d'artifice, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Et en fait la sexualité c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on pénètre, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on se fait pas pénétrer, et en fait c'est un vaste terrain d'études, de recherche, mais où là dans la sexualité qui est censée quand même à l'heure actuelle être de l'ordre du plaisir, en tout cas pour nos cultures occidentales, ça reste je trouve ça fou qu'on n'ait pas ce regard-là, quoi, qu'on n'ait pas ce recul-là encore. Enfin, on commence à l'avoir, mais que ce soit aussi compliqué de faire un livre comme ça, quoi. Mais parce que au final, on a encore eu beaucoup peut-être moins maintenant, mais on rattache l'acte sexuel à l'acte reproductif et le fait de centrer sur le plaisir, c'est très 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 récent, même dans les études scientifiques. En fait, il y a qu'à regarder les études autour du clitoris pour voir à quel point le centre du plaisir féminin, ça fait pas très longtemps qu'on en parle, et du coup le plaisir prostatique, c'est pareil, en fait, c'est quelque chose qui a été très longtemps parce que c'est pas destiné à la reproduction. Et ce qui était central dans l'acte sexuel à la base, dans l'histoire, c'est l'acte reproductif, le fait de créer une descendance, etc., etc. Ouais, complètement. Mais c'est vrai. Mais je trouve ça fou, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment. Ah oui, moi aussi. Dans ce cas-là, l'homosexualité, c'est pareil. Je sais pas, le fait de manger un bon gâteau au lieu de manger des trucs qui vont te faire tenir plus longtemps dans la journée, c'est contre nature. Enfin, en fait, non, mais vraiment, on en arrive à ça, quoi. Tu vois, la gourmandise était considérée comme un péché capital, tu vois. Non, c'est pas la luxure, etc. Donc en fait, mais oui, aujourd'hui, ça nous paraît dingue, mais en fait, c'est très récent le fait de pouvoir en parler beaucoup plus librement et de moins culpabiliser, etc. Et c'est encore, c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette histoire d'héritage de patrimoine culturel et historique, c'est que c'est encore très ancré, et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de culpabilisation inconsciente, même collective et individuelle, je pense, aujourd'hui. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il y ait des gens comme vous qui fassiez des livres comme ça pour libérer la parole et apporter un autre regard sur les choses. Mais oui, c'est trop cool. Moi, je sais pas, je pensais même, tu sais, tous ces trucs de consentement et d'éducation, même je sais pas, moi quand j'étais petite, mes parents ils me disaient mais si, va faire un bisou à tonton, et moi j'avais pas envie d'aller faire un bisou à tonton, tu vois. Et si à l'époque j'avais compris que en fait non, c'est mon corps, en fait j'ai le droit de dire non, mais ça, on m'a jamais appris ça, j'ai mis très 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 longtemps à le comprendre.
Du coup, j'ai une petite fille de 4 ans. Et alors, j'ai un garçon de 6 ans à qui j'enseigne. Enfin, je dis très souvent qu'ils font un bisou, ils disent bonjour. Enfin, ils disent bonjour, ça c'est obligé. Mais ils font un bisou, un câlin que s'ils en ont envie. Et alors, autant mon fils, c'est une boule d'amour, il fait des bisous, des câlins à tout le monde, il n'a aucun problème avec ça. Autant ma fille de 4 ans, elle me regarde, elle fait, maman, moi, je suis pas obligée si je veux pas faire le bisou ou le câlin. Je fais que dire bonjour. Ou je fais coucou avec la main. Je fais, oui, voilà, ma chérie, c'est ça. Et du coup, les gens, parfois, ils sont un peu vexés. Je fais, voilà, c'est normal. Enfin, qu'ils soient vexés ou pas, c'est le même prix, quoi. Hein. Je veux dire, on s'en fout, en fait. Ce qui est important, c'est qu'elle... Mais ce qui est rigolo, c'est la manière dont elle le dit. Elle me regarde avec son petit regard ici en mode, je sais que ça va les faire chier. Parce qu'elle est maline. Mais en attendant, je suis contente parce que je me dis qu'elle a capté le fait que si elle a pas envie de faire un bisou ou un câlin, eh ben, elle est pas obligée. Bon, maintenant, il faut qu'elle respecte aussi le fait que si l'autre a pas envie, il faut qu'elle l'écoute. Mais en 4 ans. T'as totalement raison en disant que le fait que dès que tout petit, dans nos générations à nous, on nous demandait de faire des bisous pour dire bonjour, alors ou avoir un contact physique avec une personne, alors que parfois on n'en avait pas envie, mais que c'était un code sociétal obligatoire qui était dans la politesse ou je sais pas quoi, et ben ça venait casser complètement la notion du consentement. Et bien sûr que naturellement, les gens qui sont proches, à cas d'apprécie, tu vas avoir un contact physique pour dire bonjour parce que t'as envie, mais ça, c'est quelque chose qui se développe et en fait, naturellement, avec les gens avec qui t'as cette proximité-là, et c'est totalement ok de pas l'avoir avec tout le monde. Mais bien sûr, et puis même ce que ça implique, ça me trouble énormément, quoi. Sous prétexte de politesse, mon corps est censé être à disposition d'eux. Bah non, pas du tout, quoi. Et alors que c'est un enfant qui est pas maître en plus, influencé par un adulte. On a un peu dérivé du sujet. Non, mais je pense que c'est toujours le sujet, et je pense même que ça permet aussi si un gamin, tu lui dis, en fait, si t'as pas envie de faire un truc, tu le fais pas, ça lui permet, lui, de pouvoir verbaliser aussi plus facilement ses limites. Oui, complètement. Parce que à l'âge adulte, c'est pas évident, hein, même à nos âges, quoi, de dire non, etc. Dans les relations conjugales aussi, enfin. Et en fait, il y a ce truc cette culture de faire plaisir à l'autre, de politesse, de peur de vexer, elle prédomine sur le respect de soi-même bien souvent, quoi. Ouais, et le fait de quand on dit non, de pas culpabiliser parce qu'on dit non et que ça va décevoir l'autre, etc. Alors que si on a appris dès tout petit à dire non et c'est ok de dire non, eh ben ça sera beaucoup moins difficile a priori adulte de dire non et que ça soit pas compliqué de dire non, quoi. Et pareil de l'autre côté, que ça soit accepté. Si quelqu'un dit non, voilà, si un adulte a pas envie de jouer avec toi à un moment, il faut que tu l'entendes et c'est comme ça. Et bon, là on fait des tergiversions, mais en vrai c'est important ce consentement, cette frustration, accepter d'être frustré et que ce soit pas culpabilisant ni culpabilisable. Oui, parce que non, c'est non, mais c'est ok, c'est pas grave. Bien, on fait autre chose, on joue au ping-pong. Ouais, c'est ça, et distinguer le fait que le réconfort physique, l'amour, le sexe, c'est des choses totalement différentes et que ils sont pas liées et dépendantes les unes des autres. C'est pas parce qu'on n'a pas de contact physique qu'on s'aime pas, ou pas parce qu'au moment T on veut pas de câlin que je t'aime moins, etc. Et en fait, c'est apprendre que c'est pas mesuré et que t'as pas besoin de l'un pour avoir l'autre. Mais du coup, c'est vraiment intéressant, c'est que vous avez vraiment fait un tour d'horizon en fait dans cette BD, même si du coup le titre donc c'est L'homme pénétré, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ça reste quand même le sujet principal, mais vous avez vraiment fait un tour d'horizon sur toutes les questions de consentement, le féminisme. T'as parlé aussi d'agression tout à l'heure. D'homophobie aussi, du coup. Donc non, c'est top d'avoir en tout cas pu mettre à disposition de plein de personnes, du coup, autant de ressources dans un seul petit ouvrage, c'est trop bien. Ouvrir des portes. Non, oui, clairement, c'était un cheval de Troie. Et du coup, Zoé et Martin, à partir de quel âge vous recommandez du coup la lecture de ce livre-là ? Est-ce que vous avez Je pense 14 ans. Moi, j'aurais parlé de fin de collège, ça me paraît, troisième, tout ça me paraît pas mal. Ouais, quand la sexualité commence peut-être à devenir un sujet un peu plus central dans la vie des adolescents, Ouais. En fait, quand les cours d'éducation sexuelle commencent, mais après, je sais pas comment c'est maintenant. Je crois que c'est mieux foutu qu'à notre époque. Mais non, c'est pas mieux foutu. Ok.
Ça dépend des établissements, ça dépend de comment est gérée l'enveloppe dédiée à ça. Mais ouais. Donc d'un point de vue scolaire maintenant, en fait, l'éducation à la santé sexuelle et à la vie affective, ça commence dès la maternelle. En tout cas, c'est censé commencer dès la maternelle, avec des interventions qui doivent avoir lieu tous les ans. Sauf que la réalité est, on est loin de tout ça. Mais on espère qu'un jour ça continue à avancer, parce qu'on voit que c'est la clé en fait du respect de soi, du respect des autres. Et mais après oui, pour le sujet, vu que on est presque sur une pratique, vous allez retrouver quand même un mode d'emploi à la fin du livre. Donc c'est vrai que ça s'adresse peut-être plus à une tranche d'âge un peu plus grande, qui va commencer à explorer sa sexualité et du coup être déjà pubère, quoi. Ouais. Donc peut-être plutôt préadolescence, adolescence. Je sais pas. Moi, je pense que vraiment, ça dépend en fait des personnes, quoi. Comment l'enfant. Est-ce que l'enfant pose des questions sur la sexualité? Est-ce que c'est quelque chose qui le préoccupe? Je pense que c'est plutôt ça qui est important, quoi. Après. Et je pense que chaque enfant, c'est pas. À son rythme. Ouais, voilà, chacun a son rythme, quoi. Et puis je pense que même si on parle d'une pratique, en fait, les trois quarts du livre, c'est sur la dimension politique de cette pratique, mais sur la dimension politique de la sexualité. Et donc. C'est pour ça que je l'emmènerais plus vers des collégiens qui commencent à avoir 14 ans et voir des lycéens, parce que justement, je pense qu'il y a des livres peut-être pour les plus jeunes, plus entre guillemets adaptés à la découverte de la sexualité dans son ensemble, et que la dimension politique et sociétale, quand ils sont trop jeunes, c'est peut-être un peu plus difficile à appréhender. Ouais. Et que tu prends des livres comme celui de Charline d'Orgasme et moi, ou même les petites illustrés de l'intimité, qui sont des super outils pour découvrir le corps, l'intimité, la sexualité, et après arriver sur des livres comme le vôtre un peu plus qui vont un peu plus loin dans la réflexion des choses, entre guillemets, et je pense qu'effectivement avec un public soit troisième soit lycéen, ça marcherait très bien en termes de lecture et de levier de prévention, ou de prévention. Je pense que c'est le bon mot. Un excellent mot, merci. non, je suis bien d'accord, 14-15 ans dans ces eaux-là. Et pour les gens qui voudraient retrouver votre livre, où ils peuvent le retrouver? Est-ce qu'il y a des lieux en particulier où il est diffusé, ou est-ce que vous avez des réseaux dédiés, ou c'est un peu partout? Il est un peu partout. Donc nous, on préfère toujours les librairies indépendantes parce que c'est très très important et qu'on les aime très fort. Mais sinon, oui, il est un petit peu partout. Et puis vous pouvez même passer par internet ou quoi pour le commander discretos. Si vous avez des parents un peu relous ou quoi. Ou si vous êtes un peu discret et timide, d'aller en librairie et de demander l'homme, s'il vous plaît. Mais ouais, il est dispo partout, à partir du moment où, dans toutes les librairies, des fois il est pas en rayon, il faut le commander. Là, il est en train de revenir pas mal dans les librairies, apparemment, parce que c'est la rentrée littéraire et du coup les gens en parlent. Donc c'est cool. Sur les étals de bande, justement de BD militantes. Ouais. Et voilà, et sinon la Fnac et Amazon, même si on n'est pas fan, mais bon, c'est vrai que c'est pour commander, c'est plus évident. Mais allez chez les libraires, et chez les petits librairies, c'est trop bien. Chez les petits libraires. Est-ce que vous auriez des recommandations, soit d'autres livres, de vidéos, d'autres podcasts, des choses autour du sujet que vous avez aimé, soit pour construire votre livre, soit qui vous parlent en tout cas par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui, à nous faire? Moi je recommande Une histoire du sexe, qui retrace un peu toute l'histoire de la sexualité. Super bouquin. Ils en ont fait une première BD. Donc je me souviens plus, Philippe, je sais plus comment, le scénariste, est avec une dessinatrice. Trop bête, comme trop débile. Mais en tout cas, ouais, Une histoire du sexe. Ils ont fait un premier bouquin. Mais où après il y a une réédition, et ils ont dit Une histoire du sexe version occidentale, et ils ont fait d'autres versions du coup avec d'autres régions culturelles du monde.
Donc hyper intéressant d'avoir ce retraçage là. Le podcast Les couilles sur la table, hyper top quand même. Franchement, je pense que vous l'avez déjà recommandé. Oui, et puis écoutez aussi. Ouais, le cœur sur la table. Ça c'est aussi Victor Toyon et Gère. Voilà, moi c'est mes grands trucs là que je conseille. Zoé, toi t'as des petits coups de cœur? Moi, qu'est-ce que j'ai lu? Il y a Jouissance Club qui est un livre très 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 bien fait, super, hyper bienveillant, top. Et qu'est-ce que j'ai lu? Alors c'était moins funky, mais j'ai lu La chair est triste hélas d'Ovidi, et qui parle pour le coup de ne plus faire l'amour avec des hommes cis. Et ce que ça a changé dans sa vie et surtout dans sa sexualité quoi. Et à quel point elle est beaucoup plus heureuse évidemment. Mais bon voilà. Mais c'est non mais c'est un témoignage que j'ai trouvé hyper important. Ouais. Mais même lire des pentes, c'est trop bien aussi. Franchement. Oh mais oui bien sûr. Enfin c'est la bombe atomique quoi. Okay. Moi j'adore. Nous en compte Insta, on aime bien. Alors évidemment, du coup, Jouissance Club, mais il y a aussi Cœur Nichon qui fait des trucs assez sympas. Il est trop chouette. Et puis les impondérables qu'on aime bien citer quand on parle de sexualité, mais Passage désir, Wikipédia, Sexopsycho. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? Je sais pas si j'en oublie. Orgasme et moi évidemment. Oui. Noah, je sais pas si il y a aussi, je viens d'y penser, il y a le forum des nouveaux plaisirs, c'est là le forum de niche là où j'avais récupéré pas mal de témoignages de Adam M, je crois, qui est super. Il y a plein de différentes rubriques où les mecs racontent du coup leur expérience avec la pénétration anale, où ils échangent, ils se donnent des tips. Donc trop bien aussi si on veut être un peu plus discret et en apprendre un peu. Ok, trop cool. Et sinon, dans un autre registre, il y avait un petit article assez sympa sur le site de Europe 1, donc on vous mettra le lien dans la description, qui parle donc de la sexualité masculine et qui déconstruit en fait les mythes de la sexualité masculine avec donc le docteur Damien Mascret. C'est vraiment un article hyper court où ils prennent mythe par mythe et ils les déconstruisent un par un, donc c'était pas trop mal à lire ou à écouter parce qu'ils l'ont aussi en format podcast, format audio. Voilà. Ouais, moi je veux aussi ça a l'air trop bien. Avoir le lien. Ouais, on met les liens en reco, soit en description du post ou dans les commentaires quand on peut aussi. Trop bien. Et puis tu avais cité le documentaire belge aussi un peu plus tôt aujourd'hui, Queering Nature, c'est ça? Queering Nature. Queering Nature, ouais, exactement. En anglais, d'accord. Il y a aussi Queering Nature. Ouais, Queering Nature. Okay. Et moi je recommande, bon je sais pas si c'est intéressant, mais comment elle s'appelle? Attendez, pardon, je cherche. Okay. Alors ouais, ce que je voulais recommander, c'était Vinciane Despretz, qui est une éthologue. Alors ça pourrait paraître un peu éloigné. Donc l'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux, mais elle est hyper intéressante. Elle a pas mal de conférences sur Internet et c'est hyper intéressant, je trouve, pour comprendre comment la science, elle a un biais aussi culturel occidental et donc politique. Et elle déconstruit beaucoup justement de qu'est-ce qu'on considère des animaux, qu'est-ce qu'on attend d'eux, etc. Et voilà, dans le lien avec Queer Nature, elle est aussi dans ce film, dans ce documentaire. Top. Ok, super. Vous pourrez retrouver donc toutes les recos dans la description. On mettra tous les liens comme d'habitude. Donc merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Zoé, merci Martin d'avoir accepté notre invitation et à participer à cet épisode. C'était vraiment super chouette de vous avoir rencontré. Merci à vous. On est trop contents pour cet épisode de rentrée. Merci à vous. Trop bien. Merci à vous. Ça marche. Donc du coup, on va se dire au revoir là-dessus. Donc salut Zoé, salut Martin. Salut, merci beaucoup. À bientôt. Salut Noah. Gros bisous. Salut Marie. Salut. À la prochaine. Et salut Matt. Salut. Eh bien, nous
vous remercions toutes et tous d'être restés pour cette écoute. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à mettre une note sur les applis et puis à le diffuser à vos amis. Bonne fin de journée, au revoir.